bonjour à vous tous, toujours en direct d'O2Zone TV pour le festin de Méditerranée. Les Open Plateaux continuent. On a beaucoup discuté depuis ce matin, on s'est bien amusé. Ça continue, donc j'ai deux nouveaux invités sur le plateau. Luc Alessio, vous êtes président de l'AMAP de l'Accro, c'est ça? Et Lucia, rappelez-moi votre nom? Penazzi. Lucia Penazzi, vous êtes coordinatrice du projet Slow Food France, un projet qui est né en Italie. Tout à fait. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Je vais commencer avec vous, Luc. Donc, vous êtes président de l'AMAP de l'Accro. Alors déjà, on en a un petit peu parlé ce matin avec Monsieur Gomis. L'AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais aussi, on peut dire, de proximité et maintenant bio. Puisque la production de Monsieur Gomis est bio maintenant, elle est labellisée bio, voilà. Alors, vous, en tant que président de cette AMAP, on va revenir un petit peu sur l'histoire. Monsieur Gomis nous a expliqué ce matin comment il est passé à un moment donné dans sa vie à une réflexion en se demandant quel était vraiment son travail, d'où toute cette réflexion et cette envie de vouloir passer au bio, de faire quelque chose, de s'inscrire dans une démarche plus authentique. Et vous faites partie donc de personnes qui consommaient en fait les produits voilà, par Monsieur Gomis, et a émergé cette idée de se dire il faut qu'on fasse quelque chose pour soutenir cet agriculteur. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est né tout ça? Alors oui, effectivement, moi je ne représente que le groupe de consommateurs qui à un moment donné... Notre AMAP existe depuis 8 ans, donc nous fonctionnons depuis 8 ans. Nous avons été la première sur Salon de Provence. Ensuite, avec un développement, un deuxième groupe sur Salon s'est créé 3 ans après. Donc moi je remonte aux années 2005, création de l'AMAP avec Georges Gomis, qui était notre maraîcher, qui était en pleine conversion. Il faisait de la culture intensive, sous serre, où il chauffait sa serre l'hiver avec le bilan carbone, etc. Que l'on connaît, mais avec un souci il vous l'a expliqué ce matin, je pense, mieux que moi, où il voyait que ça n'allait pas durer. Voilà. Et donc on se connaissait, je lui ai dit, alors lui il avait lu un article sur un journal d'agriculteurs, l'existence donc des AMAP, du fonctionnement des AMAP. Et puis on faisait un tour à vélo ensemble, et puis on en parle comme ça, sans nommer les AMAP. Et puis, mais moi je connaissais aussi par ailleurs, puisque je suis un adhérent d'Attaque. Et je lui dis, c'est bien les AMAP dont tu parles. Et donc il me dit, oui tu connais. Alors moi je lui dis, écoute, je vais te donner un coup de main. Moi ça m'intéresse personnellement en tant que père de famille, soucieux de donner des produits sains à mes enfants. Et comme j'ai un petit réseau, on va essayer de faire monter une réunion, et de réunion en réunion, nous avons donc créé la première AMAP sur Salon de Provence, qui a vu le jour au printemps 2005. D'accord. Est-ce que vous vous êtes appuyé, renseigné auprès peut-être d'autres AMAP? Enfin, je ne sais pas, est-ce que l'AMAP c'est un nom générique pour toutes les associations de ce type? Tout à fait. L'AMAP, c'est un nom de propriété d'Alliance Provence, qui est l'association régionale du réseau de toutes les AMAP. Et effectivement... En PACA En PACA. D'accord. Alliance Provence, à l'origine, et puis voilà. Mais il faut savoir que la première AMAP, à la création d'Alliance Provence, a été faite en PACA. D'accord. Voilà. D'un voyage d'agriculteurs aux États-Unis. Et à l'origine, s'il faut remonter encore plus loin, elle le sait exactement, ça vient du Japon, le système AMAP tel qu'on le connaît. Donc en fait, après j'expliquerai ce que c'est réellement pour les consommateurs, ce que c'est. Et voilà, donc à l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, au Japon, soucieux d'une alimentation pour la traçabilité, savoir l'origine, avec tous les soucis qu'ils ont eu, bien sûr. Voilà, c'est parti de là, d'un groupe de femmes qui voulaient se regrouper et qui ont fait confiance à des agriculteurs locaux pour pouvoir leur fournir leur alimentation. Alors concrètement... Et donc,
À la suite de ceci, donc, bien sûr, on s'est appuyé sur Alliance Provence. Oui. Parce qu'ils avaient donc la connaissance, l'infrastructure. Ils nous ont conseillé, et ils ont conseillé Georges Gomis à se lancer dans ce système-là, car c'est pas facile de faire un angle, enfin, changer complètement sa production. Hein. Il avait qu'un seul produit, et là maintenant il en a une vingtaine. Hein, donc c'est tout à fait différent. Voilà. Donc en fait, le système AMA, c'est un regroupement des adhérents, puisqu'on est en association de consommateurs, hein, on préfère dire, puisqu'on met tous la main à la pâte. Et donc c'est un fonctionnement si vous voulez, sous contrat, minimum d'une saison de 6 mois. Et donc c'est comme un abonnement, si vous voulez. Hein, voilà. Oui, on s'abonne à un panier ou un demi-panier pour une période assez longue, puisque ça permet aux producteurs d'avoir des fonds, de l'investissement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on paye son panier à l'avance. Tout à fait. Voilà. Ce qui permet aux producteurs de faire pousser ses légumes, ses fruits. Et de connaître un petit peu son plan de culture. Comme ça, il sait quel débouché il va avoir. Voilà, en fonction justement de tous ces fonds-là, de tous ces adhérents. Tout à fait. Et ça garantit aussi aux adhérents donc, des produits bio, de saison, qui sont initialement, produits à proximité. Ils n'étaient pas bio comme vous l'avez cité, mais ça a permis justement une conversion d'un paysan, d'un agriculteur vers ce que nous voulions. Oui, et grâce au soutien des adhérents et de ces structures-là qui aident justement à impulser ce genre d'initiative. Est-ce qu'on peut dire combien d'adhérents compte la MAP aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Oui, 80. 80 adhérents. 80 familles dans notre groupe. Et on peut en penser, dont j'ai fait partie. Voilà. Et à peu près pareil à Bel Air. Donc, voilà. D'accord, donc on peut effectivement voir la distribution des paniers pour la MAP de la Crau se fait à Bel Air, à la vieille école. Alors la MAP de la Crau, c'est le mardi soir au Mas d'Oceto, espace citoyen. Voilà. Et le mercredi, c'est la MAP de Bel Air à l'espace citoyen aussi, de Bel Air. Voilà. de Bel Air. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous renseigner, avoir des renseignements, des informations sur ce mode de consommation, n'hésitez pas à vous rendre donc au Mas d'Oceto à partir de 18h les mardis soirs et les mercredis soirs aussi à partir de 18h à l'espace citoyen de Bel Air. Merci beaucoup Luc pour ces informations. On continue avec Lucia. Oui. On va parler de slow food. Oui. Alors tout à l'heure, Antoine me disait, mais slow food, mais c'est quoi slow food? On prend son temps pour manger, on s'installe. Est-ce que c'est ça? C'est ce qui nous vient à l'esprit? Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que ça vient tout de suite à l'esprit, plutôt cette, ce volet un peu de notre action. Slow Food est un mouvement et une association internationale qui fête en 2014, fêtera donc 25 ans d'activité déjà. C'est effectivement une idée, un mouvement qui est né en Italie, mais les statuts ont été signés à l'Opéra Comique de Paris en 89. Donc très peu de monde sait cela. Et c'est un mouvement, une association qui est née pour contrer vraiment les effets néfastes de la standardisation des goûts, du goût, et aussi pour contrer la disparition des traditions culinaires. Et des intérêts croissants pour l'origine de ce que nous mangeons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à l'origine de cette association. Après, Slow Food, donc aujourd'hui, est un réseau de 200 000 membres adhérents militants rassemblés dans 130 pays du monde entier. Donc on travaille sur le terrain avec des groupes locaux. Il y en a 35 ici en France. Donc, c'est des groupes composés par des bénévoles, des militants, des membres, des citoyens qui ont envie de se mettre en jeu, de s'activer. Et Slow Food donc, agit pour proposer un nouveau système de production et consommation alimentaire qui est un peu basé sur un adage, un triptyque qui est le bon, le propre et le juste. C'est-à-dire on souhaite proposer une nourriture bonne, propre et juste. Bon, donc bonne au niveau du palais, des sens, du goût, bien entendu. Propre pour que sa production ne porte pas atteinte aux écosystèmes, aux environnements et à la biodiversité.
Et juste, c'est le volet de la justice sociale. Donc, effectivement, on revient aussi sur le discours proposé par les AMAP. Donc, c'est un vrai projet politique, hein. Oui, pour que les producteurs, les paysans puissent vivre de leur travail, de leurs produits, pour qu'ils puissent être rémunérés dignement et justement. Oui. Donc, effectivement, politique, oui, parce que manger, finalement, c'est vrai de plus en plus aujourd'hui. Manger, c'est un vrai acte politique. Tout à fait, oui. Voilà, un acte politique qu'on fait, que chaque citoyen peut faire. Voilà. On n'en a pas tous forcément conscience, justement. Et quand on mange, c'est un acte politique parce que ça commence, comme on disait encore ce matin, aux courses. Ça commence par les produits que je vais choisir. Là, déjà, je peux faire cet acte-là engagé ou politique. Et d'ailleurs, nous avons un vocabulaire un peu à Slow Food qui est de dire les consommateurs, on préfère les appeler des coproducteurs. Coproducteurs, oui. C'est-à-dire que nous sommes tous des coproducteurs parce que nos choix vont impacter le système de production agricole et alimentaire. Oui. Ici, au niveau local, il y aura des retombées ici, mais aussi à l'autre bout de la planète. Oui. Parce qu'on peut manger des haricots verts, tout à fait, qui seront très très bons produits ici, si on respecte les rythmes des saisons. Peut-être on peut s'en priver en hiver, quand ils viennent du Kenya, par exemple. Tout à fait, et laisser aux paysans au Kenya produire les aliments pour leur propre consommation, plutôt que des haricots verts qui vont faire des kilomètres, des milliers de kilomètres pour qu'on puisse les consommer ici en plein hiver. Voilà. Oui. Donc souvent, ils n'ont pas la rétribution financière, ils ne sont pas payés au juste prix de leur travail. Tout à fait. Alors, est-ce que, Lucia, vous pouvez me dire qu'est-ce que ça peut être ma journée slow food? Ma journée slow food avec Lucia. Alors, c'est quoi une journée slow food? En fait, par exemple? voilà, ça doit être de plus en plus un mouvement citoyen. Ce qui est slow food, ce mouvement, c'est avant tout se réapproprier de ce que nous mangeons, de ce que nous avalons, nous ingérons et nous mettons en nous, dans notre corps, tous les jours. En fait, Slow Food travaille sur 3 axes, très concrètement sur le terrain. Donc, c'est l'axe de la sauvegarde de la biodiversité alimentaire, l'axe de tout ce qui est sensibilisation du public à travers des campagnes thématiques de sensibilisation. On a des campagnes sur les OGM, sur les laits crus et les fromages au lait cru, sur la pêche durable et responsable, une campagne qui s'appelle Slow Fish. Donc vous êtes pour toutes ces initiatives-là, comme les AMAP, tout ça, c'est des points communs. Et justement, donc eux pourraient faire partie du mouvement Slow Food. Absolument. Et d'ailleurs, de plus en plus, Slow Food, c'est s'ouvrir et rentrer en connexion avec tous les réseaux déjà existants sur les territoires. Tout à fait, c'est décloisonner pour avoir un maillage territorial plus important, travailler en synergie et en harmonie pour obtenir finalement les résultats qu'on prône tous ensemble, qui sont souvent les mêmes, qui suivent la même philosophie et les mêmes valeurs. Donc ça, c'est très important. Oui. Et je disais juste le 3e axe de travail sur le terrain, c'est l'éducation du goût, ou éducation au goût, comme on veut l'appeler. Donc nous travaillons beaucoup dans les écoles, mais aussi avec les professionnels du domaine alimentaire, que ce soit les chefs, les restaurateurs, la restauration collective ou commerciale, mais aussi les paysans et les producteurs, pour qu'ils sachent exprimer, présenter leurs produits de mieux en mieux, avec un vocabulaire qui donne envie aux coproducteurs justement de venir vers eux et de consommer ces produits-là. Donc il n'y a pas vraiment une journée type d'un citoyen Slow Food. C'est des démarches que tout le monde peut mettre en place. Que tout le monde peut mettre en place, oui. N'importe où et n'importe quand. Donc c'est vraiment réfléchir et allier le plaisir à la responsabilité. Oui, voilà, finalement, c'est un peu quelque part utiliser l'alimentation, qui est la base en fait de notre vie, hein, on peut dire ça, afin de développer une connaissance de son environnement. C'est ça un petit peu quelque part. Toutes ces démarches-là, le point commun, on peut dire que c'est ça. Oui. Par le biais de l'alimentation, en fait, on veut préserver l'environnement. Exactement. En entraînant nos 5 sens, finalement, on arrive à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à avoir un sens de l'existence qui est vraiment une vision holistique de ce qui nous entoure. Donc une vision globale à 360 degrés.
Et ça, c'est très important. Et tout ça, on peut le faire en développant justement cette éducation sensorielle et du goût dans les écoles avec les enfants. On va montrer un petit peu là, vos visuels. Donc là, c'est des outils de communication qu'on utilise dans les écoles. Qu'on utilise avec ici, je ne sais pas quelle caméra. Est-ce que Charlotte, les familles. Oui. Voilà, donc ça c'est un guide sur la consommation durable et responsable, par exemple. Donc j'achète avec ma tête. C'est vrai que nous mangeons avec nos estomacs, mais la tête c'est vachement important dans ces processus culturels qui est quand même lié à notre façon de nous nourrir, hein, parce que la nourriture c'est avant tout un élément culturel et social. Voilà. Donc ça, c'est un guide dans lequel on essaie de travailler avec les enfants sur les notions de consommer moins de protéines animales, mais des meilleures qualités, par exemple, de savoir choisir les poissons, de savoir respecter les rythmes des saisons des poissons, mais aussi des variétés horticoles, des différentes races animales. Donc là, c'est vraiment des points très pratiques qu'on soulève dans les écoles avec les enseignants, les élèves, mais aussi avec les grands-parents, par exemple, ou les parents, qui viennent aussi participer à ces animations. Donc, c'est des animations intergénérationnelles pour qu'il y ait toujours les liens des savoir-faire et des expériences vraiment de la famille. Et tout est lié. Et encore une fois, l'alimentation, c'est ce qui nous réunit aussi, petits et grands, hein, autour de la table. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous pour tout ce travail-là que vous faites, toutes ces initiatives innovantes, intéressantes, surtout de nos jours où on en a bien besoin, hein, où on a besoin de retrouver ce goût de l'authentique, cette convivialité. Je vous remercie.